Merci, merci à toutes et à tous d'être venus et à Sentience de m'avoir invité. Alors, j'arrive de Montréal, je suis arrivé vendredi en France, j'ai déjà fait deux ou trois petites conférences. Mon parcours, c'est que j'ai une formation en philosophie, j'ai fait un doctorat à l'Université de Montréal dans ce qu'on appelle la psychologie morale. Donc la psychologie morale, c'est un mix, comme son nom le suggère, d'éthique et de psycho qui s'intéresse à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a les intuitions morales qu'on a. Et pourquoi est-ce qu'on agit d'une certaine façon dans des contextes où les questions morales sont en jeu. Ma thèse est devenue un livre qui s'appelle L'imagination en morale, qui était mon premier livre. Et dans ce livre-là, l'idée que je défends, la thèse que je défends, c'est que l'imagination peut améliorer notre connaissance morale. Autrement dit, il y a certaines choses dans le monde qui nous entoure qui sont moralement pertinentes, qui sont moralement intéressantes, mais qui ne sont pas perceptibles directement. Et l'idée de la thèse, c'est que parfois on va avoir besoin de l'imagination pour se rendre compte, pour prendre conscience qu'il y a des choses qui sont moralement pertinentes. Et le deuxième livre, donc celui dont je vais vous parler ce soir, Voir son steak comme un animal mort, d'une certaine façon, c'est une application de cette thèse au cas particulier de notre rapport à la nourriture et à la nourriture animale. Alors, quand j'ai commencé ma thèse, j'étais ni végétarien, ni vegan, ça s'est fait petit à petit. Et ce livre-là a réuni mon nouvel intérêt pour la question animale avec mon ancien intérêt pour les questions de psychologie morale. Je voulais dire aussi que je suis devenu le rédacteur en chef d'un nouveau magazine qui s'appelle Versus, qui est le premier magazine vegan francophone qui est disponible en ligne sur le site versusmagazine.co. Et il y a quelques exemplaires qui vont être disponibles aussi sur le site, sur la boutique de L214. Donc voilà en quelques mots ma présentation. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai trois parties. Je vais parler environ 1h15 et puis après on fera questions-réponses. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du paradoxe de la viande, vous expliquer ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Ensuite, je vais parler d'environnement avec une partie que j'ai intitulée Voir son steak comme un problème pour l'environnement. Et enfin, je vous donnerai quelques éléments en éthique animale. Alors, tout part en tout cas dans mon cas, l'intérêt pour le sujet part d'une expérience de psycho qui a été faite en 2012 en Australie. Et quand j'ai vu cette expérience, je me dis, oula, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose à aller chercher avec la psychologie et les animaux. L'expérience est la suivante, on présente à deux groupes de personnes une image de mouton, et en revanche, les deux groupes ne lisent pas la même légende. Un premier groupe voit comme légende, ce mouton va être conduit à l'abattoir, tué, découpé, et sa viande sera vendue dans un supermarché. Et le second groupe voit comme légende, ce mouton va être changé de pré et va passer le reste de sa vie à manger de l'herbe avec d'autres moutons. Et là, ce qu'on fait, c'est que, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils demandent aux gens d'évaluer les capacités mentales du mouton. Spontanément, on est tous capables d'évaluer, d'attribuer un certain degré de capacité mentale à un être vivant. Typiquement, on va attribuer moins de capacité mentale à un insecte qu'à une souris, moins de capacité mentale à une souris qu'à un cochon, et moins à un cochon qu'à un singe, par exemple. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a une différence significative entre les deux groupes. Le groupe à qui on avait dit par la légende que le mouton allait être envoyé à l'abattoir et disponible, attribuait significativement moins de capacité mentale au mouton que le groupe à qui on avait simplement dit ce mouton va être changé de pré, passer le reste de sa vie avec d'autres moutons. Donc là, on a quelque chose d'un peu étrange parce que c'est le même mouton, les gens devraient théoriquement mettre la même, en moyenne, attribuer
le même niveau de capacité mentale. Seconde expérience, qui va un petit peu dans la même zone du cerveau humain. Cette fois-ci, on propose aux gens, on leur fait croire qu'ils viennent là pour qu'ils viennent dans le laboratoire pour faire une expérience sur le goût, et ils doivent évaluer s'ils aiment des noix de cachou ou, alors ça n'existe pas trop ici, c'est du bœuf, c'est des morceaux de bœuf séchés. Donc ils remplissent un questionnaire pour dire s'ils ont apprécié ou pas ce qu'ils ont mangé. Puis dans un second temps, en leur faisant croire que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'évaluation gustative des noix de cachou ou du bœuf séché, on leur présente un certain nombre d'animaux et on leur demande si ces animaux méritent une considération morale, si ces animaux méritent une forme de respect. Et parmi les animaux, alors il y a tout un tas d'animaux, je ne me souviens plus lesquels, mais il y a une vache. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gens qui ont mangé le bœuf séché vont avoir tendance à davantage exclure la vache des animaux qui devraient avoir notre considération morale. Alors comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Comment est-ce que les chercheurs expliquent ce phénomène? Ils l'expliquent par un concept assez classique en psychologie sociale qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quoi? C'est lorsqu'on a deux idées, deux pensées qui sont en contradiction ou en tension ou en opposition l'une avec l'autre. Le cerveau humain n'aime pas ça. On aime bien essayer d'avoir une pensée cohérente. On peut aussi avoir une tension ou une contradiction entre une pensée et un comportement. Et derrière cette notion de... Pourquoi est-ce que cette notion de dissonance cognitive pourrait être intéressante pour nous? Parce qu'elle va permettre d'expliquer ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Qu'est-ce que c'est que le paradoxe de la viande? C'est l'idée selon laquelle la plupart des gens ont une empathie spontanée pour les animaux. Quand je dis la plupart des gens, il y a une catégorie de personnes qui est un peu spéciale, qui s'appelle les psychopathes, qui eux ne font pas d'empathie, mais ils ne font pas d'empathie tout court. Il y a 1 ou 2% de la population, et quelque part, ce n'est pas de leur faute. Il ne se passe rien dans leur cerveau quand ils voient, par exemple, un humain ou un animal souffrir. Mais sinon, la plupart des gens ont une empathie spontanée avec les animaux. La plupart des gens sont révulsés s'ils voient des images d'abattoirs. Et en même temps, la plupart des gens consomment des produits d'origine animale. Et c'est une consommation qui implique une mise à mort et en général une souffrance de l'animal. Donc ça, on appelle ça le paradoxe de la viande parce que, voilà, comment est-ce qu'on fait pour en même temps aimer les animaux et aimer son steak? Et ce paradoxe de la viande, il est très bien conceptualisé par la notion de dissonance cognitive. Donc le schéma qui est ici présente ce qui se passe si on l'applique à nos histoires de vaches et de moutons. D'un côté, il y a la pensée, les animaux souffrent, je suis empathique avec les animaux. De l'autre côté, il y a un comportement, je mange des animaux, ce qui implique une souffrance. Donc, on a une dissonance cognitive. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir d'une dissonance cognitive? Là encore, c'est quelque chose qui est bien documenté, qui est bien étudié par les chercheurs. Il y a 3 grandes possibilités, schématiquement. On peut changer son comportement. Alors, dans le cas du paradoxe de la viande, le changement de comportement, c'est de ne plus consommer de la viande, de devenir végétarien ou vegan. Il y a quelques personnes qui le font pour ne plus avoir à supporter la dissonance cognitive. Mais il y a plein d'autres façons de faire. On peut en particulier changer une pensée dissonante ou ajouter des pensées consonantes. Dans le cas de l'expérience des moutons, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, en attribuant moins de capacité cognitive au mouton qui va se retrouver à l'abattoir, ils changent la pensée dissonante, à savoir les moutons souffrent. Non, finalement, ils se disent, ils s'auto-persuadent, les moutons ne souffrent pas tant que ça, donc c'est pas si grave de les consommer. Et dans le cas des noix de cachou et du bœuf séché, c'est le même phénomène qui est en jeu. Alors, donc je vous disais, une option
consiste à changer son comportement, mais puisque la plupart des gens ne sont ni végétariens ni véganes et que la plupart des gens doivent composer avec le paradoxe de la viande, il y a d'autres stratégies que le cerveau humain a élaborées pour s'en sortir. Et ce sont ces stratégies que je vais présenter. Alors ça vous fait peut-être penser à quelque chose. Qu'est-ce que souvent on va avoir tendance à répondre quand on sent la possibilité qu'il y a un problème à aimer les animaux et à les manger en même temps? C'est naturel de manger de la viande. L'homme est naturellement un carnivore, à l'image de Rand. Bon, d'un point de vue logique, d'un point de vue argumentatif, en éthique, c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est bon. C'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est moralement correct. On a plein d'exemples de choses qui sont la violence est naturelle et la violence c'est pas moralement acceptable, moralement recommandable. On appelle ça un sophisme naturaliste. Quand on essaye de justifier quelque chose, quand on essaye de justifier une valeur par un fait, quand on dit c'est bien parce que c'est naturel, ou il faut manger de la viande parce qu'il est naturel de manger de la viande, on passe d'une prémisse en termes de jugement de fait à une conclusion en termes de jugement de valeur, et ça, logiquement, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle un sophisme naturaliste. Mais il n'empêche que la plupart des gens font le sophisme naturaliste, et ça les aide à atténuer le paradoxe de la viande. Ça les aide à atténuer la dissonance cognitive. Donc, première stratégie. Deuxième stratégie qui a été identifiée, donc qui est un petit peu symbolisée par le dessin ici de Hassan al-Banna. Le personnage dit « Je ne mange qu'un tout petit peu de viande », et le cochon il répond « Cool, je ne suis qu'un tout petit peu mort ». Mais ce que ça évoque, cette idée, ce dessin, c'est que quand par exemple, quand on présente à des gens des images d'élevage ou d'abattoir, ils vont avoir tendance à sous-estimer leur consommation de viande. Donc cette fois-ci, la pensée, on rajoute une pensée consonante comme quoi, mais non, moi finalement, je ne suis pas vraiment responsable. C'est ce qu'on appelle une forme de désengagement moral. Et on a des expériences qui montrent que les gens s'auto-persuadent qu'ils consomment pas tant de viande que ça lorsqu'ils sont confrontés encore une fois, à la dissonance cognitive. Troisième possibilité, c'est de se persuader que c'est nécessaire, qu'on a besoin de consommer des protéines animales. Et effectivement, si on avait besoin de consommer des protéines animales, quand on n'a pas le choix, là la question morale ne se pose plus. Il y a question morale quand on a différentes options et qu'on doit choisir. Si c'était absolument nécessaire de consommer des produits animaux, ça ne serait pas une question morale et il n'y aurait pas vraiment de paradoxe. Sauf que là encore, on sait aujourd'hui que, on sait même depuis l'Antiquité, parce qu'il y a des végétariens depuis l'Antiquité. Pythagore, par exemple, l'auteur du théorème de Pythagore, était végétarien pour des raisons morales. Là, le personnage qui est... la personne qui est ici, c'est David Jenkins. C'est le titulaire de la chaire de recherche du Canada en nutrition. Donc si vous faites de la nutrition au Canada, le poste le plus haut auquel vous puissiez arriver, c'est titulaire de la chaire de recherche du Canada. C'est le top d'un point de vue académique en nutrition au Canada. Et David Jenkins, c'est notamment lui, peut-être ça dira quelque chose à certains d'entre vous, qui a inventé l'indice glycémique. Je sais que c'est très utilisé dans les régimes. Moi, je ne suis pas très bon en nutrition, mais c'est vraiment quelqu'un d'important. Il y a plein d'articles scientifiques qui vont citer ses recherches. David Jenkins est végétarien depuis qu'il est adolescent et il est devenu vegan et il fait la promotion de la diète, du régime alimentaire vegan. Donc, c'est comme une figure d'autorité, si vous voulez, pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de consommer des produits animaux. C'est même, les études les plus récentes montrent que c'est même plutôt le contraire. On sait que les végétariens et les véganes vont vivre en général plus longtemps, vont avoir moins de maladies, donc c'est bénéfique pour la santé. Donc il
il y a divers arguments pour devenir végétarien ou vegan, et la santé en est un. Ce n'est pas un argument moral au sens propre, on va plutôt parler d'un argument prudentiel, mais il y a, parmi toutes les personnes qui deviennent végétariennes ou véganes, en général, il y en a un tiers qui le sont pour des raisons de santé. Alors David Jenkins, citation, lors d'une entrevue, je pense que c'était l'an dernier à Montréal, justement à l'université McGill, on lui avait demandé comment bien se nourrir. Sa réponse, adopter une alimentation plus végétalienne, en remplaçant la viande et les protéines animales par des pois, des haricots, des lentilles, des pois chiches, de l'avoine et de l'orge pour les protéines, ajouter des noix et huiles végétales qui sont faibles en gras saturés et en cholestérol, et vous avez une alimentation équilibrée. En tout cas, tout ça pour répondre à l'objection selon laquelle il serait nécessaire pour la santé humaine de consommer des produits d'origine animale. Autre façon d'essayer de répondre à la dissonance cognitive, au paradoxe de la viande, on va dire le dessin de Veggie. T'es vegan, le lapin au sang c'est trop bon, c'est de la phobie alimentaire, de l'orthorexie. Moi, quand un vegan me saoule, je lui balance un steak et il vit. Et la petite végane répond mais non, pas du tout, je fais ça pour les animaux. Alors qu'est-ce que cette illustration indique? C'est ce qu'on appelle la végéphobie, c'est-à-dire le fait de discréditer les personnes végétariennes ou véganes. Et si on essaye de penser la végéphobie à partir du cadre de la dissonance cognitive, on voit que la végéphobie finalement c'est une façon, donc vous vous souvenez il y a 3 possibilités: changer son comportement, ajouter une pensée consonante, changer une pensée dissonante. La végéphobie ça consiste d'une certaine façon à barrer la première option. Ça consiste à dire non, je ne veux surtout pas ressembler aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, qui d'une certaine façon est le plus logique et le plus simple, de changer son comportement. Donc en discréditant les végétariens et les véganes, la personne se réassure sur le fait qu'elle a pris le bon choix et que de toute façon l'option numéro 1 n'était pas une option viable, une option acceptable. Autre exemple un peu plus subtil de végéphobie, mais que j'aime bien, donc là encore un dessin de Émilie Plateau. Donc là, 2 personnes au supermarché. Le premier dit, donc le premier on devine qu'il est végétarien ou vegan: j'amènerai un steak de soja pour le barbecue, ça a la même consistance qu'un steak normal. Et là l'autre répond je ne vois pas pourquoi on invente des substituts si au final le goût est le même. Alors, sa réponse, elle est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle est un peu bizarre? Parce que il fait, en répondant ça, donc en se focalisant uniquement sur l'aspect goût du steak de soja, il ignore complètement les raisons pour lesquelles la première personne probablement apporte un steak de soja, à savoir des raisons morales pour ne pas faire souffrir des animaux, parce que ça a été sa façon à lui de résoudre le paradoxe de la viande. Mais donc là, on a une façon, si vous voulez, de nier complètement la dimension morale du choix d'être végétarien ou vegan. Et ça, c'est encore un exemple qu'on peut qualifier de végéphobie. Dernier exemple lié à la végéphobie, et je pourrais plaider coupable. Évidemment, moi, je ne suis pas né vegan comme la plupart des gens. Je vous disais, je le suis devenu au cours de mon doctorat. Et si j'essaye de repenser à, mettons, quand j'étais adolescent, comment est-ce que je percevais les personnes qui ne mangeaient pas de produits animaux, probablement. Et alors, l'image que j'avais, c'était, mettons, la figure de Brigitte Bardot, et je suis à peu près certain que ce que je me disais, c'est il y a un problème avec les gens qui aiment les animaux, c'est que du coup, ils aiment trop les animaux et ils n'aiment pas assez les humains. Je faisais fonctionner l'opposition. Si on aime les animaux, c'est qu'on a l'empathie mal placée d'une certaine façon.
Donc autrement dit, je faisais fonctionner une théorie naïve de l'empathie, qui est comme si l'empathie était une... on avait une quantité finie d'empathie, et l'empathie qu'on allait orienter, déverser vers des animaux, ça serait autant de moins qui serait réservé aux humains. Donc un peu comme si l'empathie c'était des vases communicants, et que si vous en enlevez à un endroit, ben, il n'y en aura plus pour le reste. Et alors ça aussi c'était possiblement, pour moi, une des stratégies que j'avais pour échapper au paradoxe de la viande. Sauf que je me trompais royalement, parce que l'empathie n'est pas du tout quelque chose qui fonctionne par vase communicant. Et pour preuve, voici ici une expérience qui a été réalisée par une équipe italienne en 2000. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a proposé, on a mis des gens dans un scanner. Et alors, il y avait 3 groupes de personnes. Il y avait des omnivores, des végétariens et des végans. Dans un premier temps, on présente aux gens des images de souffrance animale. Et on regarde ce qui se passe dans le cerveau avec le scanner. Puis aujourd'hui, on connaît assez bien le circuit de l'empathie, donc quelles sont les zones qui s'activent quand une personne fait de l'empathie. Donc, première situation, ben, sans surprise, les végétariens et les véganes, ça s'activait plus dans leur cerveau que les omnivores. Donc ils faisaient davantage d'empathie avec les animaux que les omnivores, ce qui n'est pas super surprenant. Deuxième partie de l'expérience, cette fois-ci on présentait des images de souffrance humaine. Et là, résultat peut-être un petit peu plus surprenant, en tout cas si on a la théorie naïve de l'empathie que moi j'avais, c'est que, de nouveau, ce sont les végétariens et les véganes qui activaient davantage le circuit de l'empathie. Autrement dit, ben, l'empathie, c'est vraiment pas quelque chose qui est de l'ordre des vases communicants, on peut plutôt comparer ça à un muscle, et puis plus on muscle notre empathie, plus on va être empathique sur quelle que soit la cible qu'on a face à nous. Autre et dernier élément là-dessus, d'ailleurs, oui, je sais pas, parfois je pose la question, je pourrais le faire, quels sont ceux parmi vous qui ont déjà considéré arrêter de manger des produits animaux? Levez la main. Alors, quels sont ceux, quels sont ceux qui sont végétariens ou véganes? Ok, alors, donc si vous êtes végétarien ou vegan, ça veut dire que vous avez déjà considéré, mais parfois il y a des gens qui ne le sont pas encore, mais qui ont pensé. Alors, quelques mots sur les termes que j'utilise, probablement vous savez ce que c'est, mais donc végétarien c'est quelqu'un qui ne mange pas de chair animale, végétalien qui existe, en anglais on ne fait pas la distinction entre végétalien et vegan, mais en français on a de la chance, on peut avoir 3 termes. Végétalien c'est quelqu'un qui ne consomme pas de produits animaux dans sa diète, donc ça inclut essentiellement en plus de la chair animale, le lait et les œufs. Et vegan, c'est quelqu'un qui, dans sa vie en général, va essayer de minimiser l'exploitation animale. Donc il est végétalien, mais voilà, moi je ne vais pas acheter de fourrure, je ne vais pas acheter de cuir, je ne vais pas aller assister à un spectacle de corrida ou aller dans un zoo ou des choses comme ça. Alors, la déclaration d'un autre titulaire d'une chaire de recherche au Canada, donc c'était cette fois-ci la chaire de recherche en sciences cognitives de Steven Arnall. Qu'est-ce qu'a dit Steven Arnall il y a quelques années dans une entrevue? J'ai honte d'avoir été végétarien pendant 50 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'il a honte d'avoir été végétarien pendant 50 ans? En fait, il a honte de ne pas être devenu vegan plus tôt. Vous êtes rassurés? Et comment est-ce que donc, Steven Arnall, titulaire de chaire de recherche du Canada en sciences cognitives, il est super intelligent. Il est plus intelligent que nous tous réunis. Mais comment cette personne si intelligente, et il était au courant, il savait que le lait et les œufs, ça implique de la souffrance. Donc,
peut-être pas, c'est pas la peine que j'explique pourquoi le lait et les œufs c'est un problème, mais voilà, l'industrie laitière et l'industrie de la viande, c'est la même industrie, hein, puisqu'on doit enlever le veau à sa mère pour avoir du lait, puisque les vaches sont des mammifères. Donc la viande de veau, c'est un produit dérivé, quelque part, du lait. Et pour les œufs, non seulement les poules en batterie sont dans des conditions extrêmement pénibles, mais quand bien même, parfois les gens suggèrent, bon, si j'ai 3 poules dans mon jardin et que je ne les tue pas quand elles arrêtent de produire des œufs et que je les garde, où est le problème? C'est évidemment bien moins problématique que des œufs de poules en batterie, mais même dans cette situation-là, il reste un problème, c'est que les poules pondeuses, ce sont des femelles, et que donc si vous avez 3 femelles dans votre jardin, ça suppose que quelque part il y a 3 mâles qui sont nés. Et qu'est-ce que sont devenus les 3 petits frères des 3 poules que vous avez dans votre jardin? La réponse est là, c'est qu'ils sont broyés à la naissance. Donc, si vraiment on voulait avoir des œufs avec 0 souffrance associée, ça serait techniquement possible, mais ça voudrait dire que on ne tuerait évidemment pas les poules quand elles cessent de faire des œufs, elles mourraient de leur belle mort, mais on n'aurait pas broyé les 3 poussins, donc on aurait, pour chaque poule pondeuse, on aurait un coq dont on s'occuperait. Ça ferait un prix de revient pour les œufs assez cher. De la même manière, on pourrait imaginer du lait sans souffrance si on prélevait simplement une partie du lait à la vache et que le veau puisse boire le lait de sa mère et qu'on laisse le veau vivre sa vie, on laisse la vache vivre sa vie, mais là encore ça ferait du lait qui serait extrêmement coûteux. Mais je vous dis ça parce que Steven Arnall, donc, qui a été végétarien pendant 50 ans avant de devenir vegan, sa façon de se justifier, c'était ça. C'était de se dire ok, c'est vrai que le lait et les œufs ne sont pas véganes, mais ils pourraient l'être. Bon, ne sont pas associés à une souffrance, mais je vais le dire d'une autre façon. C'est vrai que le lait et les œufs impliquent de l'exploitation animale, impliquent de la souffrance animale, mais on peut imaginer un monde possible dans lequel ce ne serait pas le cas. Et donc la façon dont il se justifiait de continuer à consommer des œufs et du lait, c'était par ce passage par un monde possible, en disant, oui, ça serait possible d'avoir du lait et des œufs sans souffrance, donc je mange du lait et des œufs avec souffrance, et c'est là où c'est une erreur logique, c'est là où il se trompait, et il a fini par s'en rendre compte. C'est pas parce que dans un monde possible, les choses pourraient être différentes, que ça justifie une pratique actuelle dans le monde présent, avec de la souffrance associée à notre consommation. Mais reste que ça lui a quand même permis pendant 50 ans de combler une partie de son paradoxe. Ce ne serait pas le paradoxe de la viande, c'est le paradoxe du lait et des œufs, mais ça lui a permis de régler, d'apaiser sa dissonance cognitive. Maintenant, deuxième... donc vous pouvez poser des questions là-dessus si vous voulez après. Là, je passe à la deuxième partie, le lien entre la production animale et l'environnement. Donc vous savez, le truc d'actualité, c'est que, je pense que c'est pas tout à fait fini, mais il y a la COP 21 à Paris en ce moment. Il y a quelques temps était passé, je pense que j'avais vu ça sur Facebook, des menus de la COP 21. Donc qu'est-ce qu'allaient manger les conférenciers. Et dans le menu, il y avait du foie gras, il y avait du fromage et il y avait du bœuf. Or, quand on connaît l'impact, en particulier du bœuf, sur les changements climatiques, il y a vraiment quelque chose d'absurde et
d'assez étrange. Comment est-ce que des gens qui sont là pour l'environnement ont une pratique, une consommation qui est si néfaste pour l'environnement? Alors, dans quelle mesure, il y a même, je suis allé au village, il y avait un genre de village alternatif à Montreuil, et là il y avait même des gens qui vendaient, bon il y avait des stands véganes, hein, mais il y avait quand même des stands d'agneaux bio. Or, l'agneau, quand on regarde le nombre de gaz à effet de serre par kilo d'aliments, l'agneau c'est le pire. L'agneau c'est le pire, donc là, donc en bas on a pour chaque kilo d'aliments consommés, les équivalents CO2 qui sont émis par aliment. Donc le plus à gauche c'est l'agneau, ensuite on a le bœuf, le porc, le fromage, le saumon d'élevage, le dindon, le poulet, le thon en conserve, les œufs, et après on passe aux pommes de terre, on passe à des végétaux. Mais vous voyez que tous les produits animaux ont un taux produisent des gaz à effet de serre en quantité nettement supérieure aux végétaux. En vert, ce sont les émissions pendant la production à la ferme, et en orange, ce sont les émissions après, notamment dans les transports. En fait, on a calculé, donc vous savez que c'est pour réduire ces émissions de GES, il faut le faire. Là, on est face à un problème collectif. La COP21, l'idée, c'est d'essayer d'arriver à ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés. Bon, la plupart des experts sont assez pessimistes, on va probablement pas y arriver, mais après, il y a quand même des scénarios qui sont pires que d'autres. Donc pour réduire ces émissions, vous savez que c'est intéressant d'acheter local, par exemple. Parce que si on achète local, on réduit la part des aliments, la part de transport dans les aliments. Les transports produisent des gaz à effet de serre. Sauf qu'on a calculé que être végétalien une journée par semaine était aussi bénéfique en termes de réduction des gaz à effet de serre qu'être locavore, c'est-à-dire manger local 7 jours sur 7. Évidemment, on peut faire les deux, et c'est encore mieux d'être à la fois locavore et végétalien. Mais si on doit en faire qu'un seul, végétalien est beaucoup plus efficace. Au total, l'élevage est responsable de 14,5% des gaz à effet de serre. Ça, c'est le chiffre le plus conservateur. Il y a des études qui disent plus, mais c'est le chiffre officiel de la FAO, donc la branche de l'ONU qui s'intéresse aux aliments. 14,5% des gaz à effet de serre d'origine liés directement à la production animale. Pour vous donner un élément de comparaison, c'est davantage que l'ensemble des transports réunis. Donc les camions, les avions, les voitures, tout ça on arrive plutôt autour de 14%. La production animale c'est 14,5%. Or, quand on demande aux gens, les gens ne savent pas. L'an dernier, il y a un sondage mondial qui a été fait où on demandait c'est quoi selon vous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Je crois que 63% des gens identifiaient les transports, mais en revanche, ils n'étaient que 29% à identifier l'agriculture et en particulier les produits animaux. Donc il y a une vraie non-information. Les gens ne savent pas l'impact de ce qu'ils consomment. Le film Cowspiracy explique assez bien tout ça.
Si vous ne l'avez pas encore vu, il est maintenant disponible sur Netflix, il est même assez facilement disponible si vous cherchez dans Google, et c'est vraiment il fait le tour assez complet de l'impact de ce qu'on mange sur l'environnement. Donc il y a un impact en termes de gaz à effet de serre, et là je vous disais 14,5% c'est important. Bon, on va pas arriver simplement en arrêtant de consommer des produits animaux, ça ne va pas empêcher le réchauffement climatique. Hein. C'est un levier parmi d'autres, il va falloir utiliser plusieurs leviers, mais ça reste que c'est un levier qui est relativement facile à utiliser, parce qu'on ne va pas arrêter de se transporter, on ne va pas arrêter de se chauffer. En revanche, on peut faire une transition, là je dis on, c'est globalement, au niveau planétaire, on peut relativement facilement faire une transition vers une diète sans produits d'origine animale. Pourquoi d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a cet impact-là? Au moins de raisons. Dans le cas des bovins, c'est parce que lorsqu'ils digèrent, ils émettent un gaz qui s'appelle le méthane, qui est un gaz extrêmement nocif, donc qui attaque, qui a un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Et même plus généralement, quand on consomme des animaux, on consomme des animaux qui ont déjà consommé des végétaux, et la rentabilité énergétique de ça est assez faible. C'est-à-dire, si vous avez un champ, une surface donnée de terre, et puis vous faites pousser des végétaux sur cette surface, et puis vous donnez ces végétaux à manger à des animaux, puis vous mangez les animaux, ben vous allez peut-être, mettons, nourrir sur une surface donnée une personne. Cette même surface, si vous la donnez directement à manger à des humains, donc sans passer par l'intermédiaire animal, ben vous allez nourrir, ça dépend un peu des contextes, mais de l'ordre de 6 ou 7 personnes. Donc il y a vraiment une déperdition de nutriments et de protéines quand on passe par des protéines animales. Il vaut mieux directement manger les protéines végétales. Et sur la surface de la Terre, 75% des terres agricoles, en fait, sont destinées à nourrir des animaux qui vont nourrir des humains. Donc ça veut dire qu'on a une vraie inefficacité, dans la production de protéines. Autre élément important, la quantité d'eau. Pour produire 1 kg de bœuf, ça requiert 15 000 litres d'eau. Si vous êtes du genre à faire attention à ne pas prendre des douches trop longues, ou à fermer le robinet quand vous vous brossez les dents, ce qui, encore une fois, c'est bien, mais c'est incomparable avec l'effet que vous avez sur l'empreinte hydrique, donc l'empreinte en eau, en diminuant ou en arrêtant de consommer des produits animaux. Du coup, c'est aussi la production animale la première cause de perte de biodiversité, parce que pour nourrir ces animaux, on doit faire pousser du soja. 95% du soja sur la planète est destiné aux animaux. Et un lieu où on fait pousser ce soja, c'est en Amazonie en particulier. Et donc on défriche la forêt amazonienne pour faire pousser du soja pour nourrir des animaux en Europe notamment. Et la forêt amazonienne étant extrêmement riche et dense en biodiversité, ben, c'est comme ça qu'on explique que la production animale est la première cause de perte de biodiversité. On a aussi des zones mortes, ça c'est lié aux engrais qui sont utilisés pour faire pousser par exemple le soja. Ben, ces engrais-là finissent par se retrouver dans l'eau, dans l'océan, et ça produit, et ça tue tout. Et donc il y a vraiment de plus en plus de zones où il n'y a absolument plus rien, plus aucune vie. C'est ce qu'on appelle des zones mortes. Alors, des calculs ont été faits, et une diète végétalienne produit en moyenne 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'une diète omnivore. On a aussi, alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que d'ici 2050, la consommation mondiale de produits animaux devrait augmenter de 70%. Si on reste
le taux actuel de croissance, parce que en Occident ça change pas tellement, mais les pays qui s'enrichissent veulent avoir un régime comme le régime des Occidentaux, et donc ils consomment de plus en plus de produits animaux. Une autre étude a indiqué que si, donc le scénario est le suivant, on fait des efforts considérables dans tous les domaines de la vie pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc transport électrique, voilà. On fait des efforts très très importants pour presque plus utiliser d'énergie fossile, etc. Mais par contre, on fait rien au niveau de l'alimentation, et les autres pays du monde adoptent la diète occidentale. D'ici 2050, si ce scénario s'avère vrai, c'est pas 2 degrés qu'on prend, c'est 4 degrés de réchauffement climatique. Donc pour vous montrer l'importance du facteur production animale dans les changements climatiques. Alors, si on résume l'argument environnemental, si on résume l'argument environnemental, là on a juste la fin de l'argument environnemental, la conclusion, mais en gros, si je m'en souviens bien, parce que je sais pas que si je m'en souviens bien, on a une prémisse normative qui dit si on peut faire quelque chose pour réduire notre empreinte carbone sur l'environnement, alors on devrait le faire. Si on peut suivre une règle qui nous permet de réduire notre empreinte sur l'environnement, alors on devrait le faire. On a une prémisse factuelle qui est ce que je vous ai dit, à savoir que les produits animaux ont des conséquences néfastes sur l'environnement. La conclusion, nous devrions adopter la règle qui consiste à ne pas consommer de produits animaux, c'est-à-dire devenir vegan. C'est un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais résumé. Et à cette conclusion, on pourrait ajouter ce que j'appelle une conclusion minimale. À savoir qu'une personne, parce qu'on a tous, qu'on soit omnivore ou végétarien ou vegan, on a tous intérêt à ce que les changements climatiques aient lieu, mais de façon la moins pire possible. Donc, en fait, n'importe qui, si il était rationnel, quel que soit encore une fois son régime alimentaire, même s'il consomme de l'agneau, mais devrait désirer que tout le monde autour de lui n'en consomme plus. Une personne rationnelle devrait désirer que tout le monde devienne vegan pour en tout cas participer à diminuer notre empreinte collective en gaz à effet de serre, notre empreinte carbone, pardon. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Les gens la plupart des gens qui consomment des animaux ne font pas la promotion du véganisme. Alors pourquoi est-ce que la plupart des gens ne font pas la promotion du véganisme? Parce que, comme vous le savez sans doute, on grandit tous dans des sociétés où les produits... dès notre enfance, on nous incite à consommer des produits animaux. On nous incite à consommer de la viande et du lait, etc. Là, j'ai quelques exemples de ce qui en réalité est une idéologie. Là, il y a une psychologue américaine qui s'appelle Melanie Joy, qui a donné un nom à cette idéologie. Elle appelle ça le carnisme. Le carnisme, c'est une idéologie invisible. On ne se rend pas compte qu'on est dans qu'on perçoit le monde à travers cette idéologie. Et c'est une idéologie qui nous conditionne à penser qu'il est normal, naturel et nécessaire de consommer des produits animaux. Alors le carnisme, quelques exemples, c'est plutôt des exemples liés au Québec, mais pas le premier, Martine à la ferme. Qu'est-ce qu'on présente aux enfants quand on leur présente des images de ferme? On ne leur présente pas la réalité, parce que des fermes comme ça, il n'y en a pas. Si Martine devait être... si on devait faire un Martine à la ferme réaliste, il faudrait qu'elle ait un masque à gaz et puis qu'elle passe dans des hangars avec plein
plein d'animaux. C'est évidemment pas ça qu'on présente aux enfants. D'une certaine façon, Martine à la ferme, on pourrait dire c'est de la propagande carniste, en un certain sens. Autre manière, autre type de propagande, l'image là, c'est une image d'une émission de cuisine, je pense que ça existe ici aussi, genre MasterChef. Mais toutes les émissions de cuisine, c'est quoi le message des émissions de cuisine? C'est que, alors on nous présente une recette qui peut être, qui peut faire envie, mais on nous présente aussi systématiquement l'idée qu'un vrai repas, un vrai plat, ça prend de l'animal, ça prend un animal mort et puis éventuellement des légumes à côté, mais la base doit être liée à de la chair animale. Donc ça aussi, ça participe énormément à la propagation de cette idéologie carniste. Autre exemple, le poulet, les cuisses de poulet, donc une barquette de poulet. Déjà, vous aurez sans doute noté que souvent dans les barquettes de poulet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite dessous, il y a un genre de petit coussin absorbant, dont la fonction est quoi? C'est d'absorber le sang. Pourquoi est-ce qu'il faut absorber le sang? Pourquoi est-ce que les fabricants de cuisses de poulet mettent ce truc-là? Parce que le sang, ça nous rappelle que c'est un animal mort. Or, l'objectif des gens qui veulent vendre des cuisses de poulet, ben, ils le savent, ils sont au courant du paradoxe de la viande. Ils sont au courant que les gens aiment les animaux et désirent quand même manger. Donc l'idée, c'est de nous faire oublier le plus possible qu'une cuisse de poulet, ça vient d'un animal. Et le sang est quelque chose qui peut nous rappeler que ça vient d'un animal. Donc la petite lingette, on dirait en québécois, elle permet d'absorber ça. Puis qu'est-ce qu'on fait? On va aussi rajouter une image, un dessin d'un type avec un grand chapeau qui lance des grains qu'on suppose être une cour de ferme comme celle de Martine à la ferme. Là encore, c'est pas comme ça que ça se passe. Le type, il n'a pas un grand chapeau et ça se passe pas à l'extérieur. Un autre élément, c'est un autre élément de l'idéologie carniste, c'est la connexion qu'il y a entre la virilité et la consommation de viande. Et ça, on sait que c'est très ancré. Il y a des études qui montrent qu'on présente ce qu'on appelle une vignette, donc une petite histoire avec un personnage qui fait diverses activités. Et dans un cas, il est végétarien, et puis dans un autre cas, il est omnivore. Et là, on demande aux gens d'évaluer, est-ce que, selon vous, quel est le niveau de virilité du personnage qu'on vous a présenté. Et quand le personnage est végétarien, alors qu'il est exactement identique sur tous les autres aspects de sa vie, les gens vont évaluer qu'il est moins viril que quand il est omnivore. Donc il y a une vraie connexion. Et comme la virilité est quelque chose de positif dans un monde sexiste où l'homme est placé au-dessus de la femme, ça renforce, là aussi, le carnisme. Les deux dernières images en haut, Saint-Hubert, c'est une chaîne de poulets au Québec. Au Québec, dès que quelque chose marche, ça devient une chaîne. Il y a énormément de chaînes. Alors, dans cette chaîne de poulets, vous voyez, l'enseigne, c'est quoi? C'est un poulet et avec un nœud papillon. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un nœud papillon? Je ne connais pas le type qui a fait le dessin, mais le plus probable, c'est qu'il a un nœud papillon parce que soit il va au restaurant, soit il est serveur même au restaurant. Donc autrement dit, le message qui est derrière cette image, c'est qu'on a un poulet qui va se servir lui-même, qui va dans le restaurant de Saint-Hubert de poulet. On fait un peu comme si c'est les poulets qui allaient servir le poulet. Et qu'est-ce que ça, pourquoi c'est assez malin ça du point de vue des publicitaires, du point de vue des gens qui ont fait le marketing? Parce que si on repense à notre histoire de dissonance cognitive, si le poulet se sert lui-même, c'est qu'il désire être mangé. Et s'il désire être mangé, il n'y a plus cette contradiction-là. En mangeant du poulet, finalement, on fait ce que le poulet désire, donc on continue à aimer le poulet en mangeant du poulet, puisque le poulet veut être mangé.
Et ça, ce type de stratégie, c'est ce qu'on appelle la suicide food, donc la nourriture suicide, comme si les animaux désiraient se suicider. Là, on a un exemple encore plus clair de suicide food avec une autre enseigne, un restaurant qui fait beaucoup de foie gras et de cochon. Donc là, le cochon véritablement se sert lui-même, c'est très franc, c'est très direct. Et là encore, si le cochon se sert lui-même, on n'a plus à avoir de problème, il n'y a plus de dissonance, parce que c'est le désir du cochon d'être mangé. Alors, je vous parlais de carnisme. En 2015, donc étude toute récente, des chercheurs ont essayé d'identifier les raisons par lesquelles les gens se justifient de consommer des produits animaux. Et donc ils ont déterminé les 4 N de la justification carniste. Alors 36% des gens vont dire je mange de la viande parce que c'est nécessaire. Autrement dit, c'est un nutriment essentiel. Donc des gens qui n'ont pas l'information, qui ne connaissent pas les travaux du docteur David Jenkins, par exemple. Mais c'est pas la seule excuse, c'est pas la seule justification que les gens donnent. 18% vont dire parce que c'est nice. Donc là, ça veut dire parce que c'est bon. Ce qui est d'un point de vue moral n'est pas une justification du tout suffisante, mais c'est ça qu'ils vont invoquer. 17% vont dire parce que c'est naturel, l'humain est carnivore. Donc là on revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là encore une fois, c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est moralement acceptable, mais ça peut suffire à une justification, à se justifier. Et enfin, 12% des gens vont dire parce que c'est normal, autrement dit j'ai été élevé comme ça, c'est la tradition si vous voulez, puis on ne remet pas en cause cette normalité. Donc les 4 N, normal, naturel, nécessaire et nice, de la justification carniste. J'en viens à la dernière partie de la présentation de ce soir. Cette fois-ci, les questions plus d'éthique animale. Donc moi, je vous disais, je suis devenu végétarien, puis assez vite vegan pendant mon doctorat. C'est pas pour des raisons de santé, c'est pas pour des raisons même liées à l'environnement, c'est vraiment les raisons d'éthique animale qui m'ont fait changer mon alimentation et plus généralement devenir vegan. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant que je faisais le doctorat donc sur l'imagination en morale, il y avait une collègue qui travaillait avec la même directrice que moi et qui faisait, elle, son doctorat sur l'éthique animale. Et les philosophes, on aime discuter ça, on aime discuter entre nous, et c'est un sujet intéressant, la question d'éthique animale. Donc, je discutais avec elle, puis je venais avec mes petits contre-arguments, et puis à chaque fois, elle était végane depuis plusieurs années, et à chaque fois que je venais avec mes arguments, elle est très intelligente, elle est très gentille en même temps, donc je ne me sentais pas du tout confronté. Elle me démontait mes tentatives de justifier ma consommation de viande ou de produits animaux, si bien qu'à un moment donné, elle dit bon ben oui, oh, d'accord, tu as raison, il n'y a pas d'argument, c'est vraiment, d'un point de vue moral, c'est extrêmement solide, extrêmement sérieux, donc j'ai fini par faire le switch. Si on essaye de résumer, de présenter en quelques mots l'argument en éthique animale, il y en a, bon, il y a plusieurs stratégies, mais tout part en général de cette idée que les animaux sont sentients. Autrement dit, certains animaux, la plupart des animaux, sont capables de ressentir la douleur. Pourquoi est-ce que les animaux sont capables de ressentir la douleur? Parce que, du point de vue de l'évolution, la plupart des animaux ont suivi à peu près la même branche. Et qu'est-ce que c'est que la souffrance? Qu'est-ce que c'est que la douleur? En fait, c'est quelque chose qui a été déterminé par l'évolution pour répondre à l'environnement. Le fait de souffrir, c'est
en fait un genre d'information que l'environnement nous envoie, donc nous humains, mais beaucoup d'animaux ont aussi ce mécanisme-là. Citation d'un spécialiste du cerveau, Christophe Corr: le cortex cérébral est remarquablement constant à travers les espèces. Il n'y a pas de différence qualitative entre une souris, un singe ou un humain au niveau du génome, des synapses, des cellules ou des connexions. Donc si vous prenez un petit morceau de cerveau d'un animal, c'est extrêmement difficile de savoir à qui il appartient parce que ça se ressemble beaucoup. Parce que, voilà, du point de vue de l'évolution, les animaux qui ont un cerveau qui est très très proche. Et alors, c'est vrai que pendant longtemps, on pensait que les animaux ne ressentaient pas la douleur. Quelqu'un comme Descartes, par exemple, est célèbre pour avoir une théorie de ce qu'on appelle les animaux-machines. Donc, il disait en gros, les animaux, c'est comme des machines. Un des disciples de Descartes, qui s'appelait Malebranche, qui battait son chien, disait: ça crie, mais ça ne sent pas. C'est-à-dire, ça crie un peu comme un automate pourrait avoir une réaction si on actionne un bouton, mais il ne ressent pas la douleur. Pourquoi est-ce qu'il ne ressent pas la douleur selon Malebranche et selon son maître Descartes? Parce que pour Descartes, la douleur, ça venait de l'âme. Et en fait, seuls les êtres humains avaient, pour Descartes, une âme. Et donc, étaient capables de ressentir de la douleur. Aujourd'hui, depuis Darwin, en gros, on sait que non, c'est pas vrai, c'est le même fonctionnement va pour... Alors, pour quel type d'animaux? Récemment, en 2012, il y a un groupe de chercheurs, de spécialistes du cerveau en particulier, qui ont fait la déclaration de Cambridge. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans la déclaration de Cambridge? Les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques qui produisent la conscience. Les animaux non humains, soit tous les mammifères, les oiseaux et de nombreuses autres créatures, comme les poulpes, possèdent aussi ces substrats neurologiques. En gros, on peut dire que l'ensemble des vertébrés, c'est-à-dire des animaux qui ont une colonne vertébrale et un cerveau, sont des êtres sentients, donc sont capables de ressentir du plaisir et de la douleur, d'avoir des émotions. Et s'ils sont capables de ressentir du plaisir et de la douleur, pardon? Peut-être les anémones. En tout cas, la déclaration de Cambridge se contente elle est très prudente. De toute façon, c'est une déclaration consensuelle. Elle est très prudente et elle dit l'ensemble des vertébrés plus les poulpes, parce que les poulpes ont un fonctionnement apparemment très ça ne ressemble pas du tout à nous, mais c'est il y a une conscience des poulpes. Donc oui, ça c'est important de parler de sentience, parce que je vous disais, tous les arguments moraux partent de l'idée que si les animaux souffrent, on va avoir un certain devoir, on va avoir une responsabilité morale envers eux. Alors, en éthique, quand je fais le premier cours, quand je donne des cours, souvent des cours d'introduction à l'éthique, le truc de base, c'est qu'il y a 3 grandes stratégies. L'éthique, c'est répondre à la question que dois-je faire quand on est dans une situation, quelle est la meilleure chose à faire? Pour répondre à la question quelle est la meilleure chose à faire, on a trois façons d'orienter. On peut s'intéresser à la personne qui agit, à l'agent, et ici la réponse c'est ce qu'on appelle l'éthique de la vertu. Ici la réponse c'est je devrais agir comme agirait une bonne personne, comme agirait une personne vertueuse. Donc on répond à la question que dois-je faire en disant je dois faire ce que ferait une personne vertueuse. Première stratégie. Deuxième stratégie, on ne s'intéresse plus à l'agent, à la personne qui agit, mais on s'intéresse à l'action. Et là on va dire il y a certains actes qui sont corrects, d'autres qui ne sont pas corrects. Mettons typiquement on va dire que c'est inacceptable de torturer un être humain. Donc les êtres humains ont le droit fondamental de ne pas être torturés. Là c'est quelque chose qui s'appuie sur l'acte. Il y a certains actes qui sont inacceptables. Deuxième façon de faire. Dans ces cas-là, on parle de déontologie. Et troisième approche,
qui va s'intéresser non pas à l'agent, non pas à l'action en tant que telle, mais aux conséquences de l'action. Et dans ce cas-là, on va parler de conséquentialisme. Et qu'est-ce que va dire le conséquentialisme? Il va dire la bonne action, c'est celle qui a les meilleures conséquences. Et en fait, quand on fait de l'éthique animale, et ça c'est des choses dont je parle dans le premier chapitre du livre, oui, juste pour ce que je raconte pour le connecter au livre, les questions de paradoxe de la viande, les dissonances cognitives, ça c'est lié au chapitre 3. Les questions d'environnement et l'argument environnemental, je l'évoque dans le chapitre 2, et l'argument en éthique animale, le consensus en éthique animale, c'est ça qui est présenté dans le premier chapitre. Alors, pour revenir sur la première stratégie, l'éthique de la vertu, ça va être, ici l'idée, ça va être de qu'est-ce que ferait une bonne personne? Une bonne personne, elle est empathique. Une bonne personne, une personne vertueuse, elle éprouve de la compassion. Et là, ce que nous dit le moine bouddhiste Mathieu Ricard, c'est que l'altruisme et la compassion véritable ne devraient pas connaître de barrières. Donc on éprouve de la compassion pour un être qui souffre, mais que cet être, quelle que soit l'espèce à laquelle appartient cet être, la compassion ne devrait pas sélectionner. Il n'y a pas de raison d'être altruiste pour certains groupes plutôt que pour certains autres. Ça correspond un peu aussi à ce qu'on voyait tout à l'heure. De toute façon, la compassion, c'est un genre de muscle, et plus on est compatissant, de plus en plus on est compatissant, peu importe à qui ça s'adresse. Donc, pas de barrière sur la compassion. Autre, c'est pas vraiment... Là, on sort un peu de l'éthique de la vertu, avec cette citation d'une romancière. Elle n'est pas très connue en France, mais elle était assez connue en Angleterre, une romancière qui s'appelle Brigitte Brophy, et j'en profite pour mentionner que souvent en éthique animale, les principaux penseurs sont surtout des hommes. On va voir tout à l'heure Henry Francione ou Peter Singer. C'est les plus connus, mais quand on fait l'histoire du mouvement, alors dans l'Antiquité, je disais dans l'Antiquité, il y avait déjà des philosophes comme Pythagore qui étaient végétariens, mais par exemple, le renouveau, si on veut, de ces questions-là, à partir du 19e siècle, c'était plus des femmes qui s'en sont préoccupées, en particulier en Angleterre, dans les mouvements anti-vivisection. Et voilà, Brigitte Brophy, elle écrit en 66, à savoir plusieurs années avant le grand livre de Peter Singer, La libération animale. Donc elle est vraiment précurseur. Et donc dans un pamphlet, qu'est-ce qu'elle écrit? C'est le début du texte. À chaque fois que des gens disent « il ne faut pas tomber dans la sensiblerie », cela signifie qu'ils s'apprêtent à commettre quelque cruauté. Et s'ils ajoutent « il faut être réaliste », ils veulent dire par là qu'ils vont en tirer de l'argent. Donc là, elle montre comment il y a un manque de sensibilité, un manque d'empathie causé en partie par le désir d'argent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le titre de son pamphlet, c'est Un nouvel esclavage, parce qu'elle fait le lien, elle est une des premières à faire le lien entre la condition des animaux, en particulier dans l'élevage industriel, et puis la condition des esclaves. Quel est le rapport entre les deux? C'est que dans les deux cas, ils sont privés de liberté, mais pas seulement. Sur quoi repose l'esclavage humain? La base, c'est quoi? C'est qu'on peut acheter et vendre un être humain. Et quand on a mis fin à l'esclavage, on a mis fin au fait que les humains puissent être... Alors on a mis fin, ça existe encore malheureusement, mais légalement ça n'existe plus. Mais on a mis fin au fait de pouvoir acheter ou vendre des êtres humains. En revanche, vous savez que
pour les animaux, on peut toujours acheter et vendre des animaux. En fait, toute l'industrie agroalimentaire qui utilise des animaux fonctionne avec le fait d'acheter un animal vivant et de revendre sa viande morte. Donc il y a vraiment un lien qu'on peut faire entre l'esclavage chez les humains et la condition animale. Et ça ouvre la voie à une deuxième perspective en éthique animale. Donc il n'y a plus une perspective éthique de la vertu qui s'intéresse à l'agent, mais plus une perspective en termes de droit, et qui est notamment défendue par un juriste américain qui s'appelle Gary Francione. Alors, donc Gary Francione, je disais, c'est un juriste, et lui, son idée de base, c'est que, de même que voilà, les humains ont des droits fondamentaux, les humains, on ne peut pas les acheter et les vendre, ils ont le droit à rester en vie, ils ont le droit de ne pas être torturés. Ben, Gary Francione dit on devrait conférer également aux animaux des droits fondamentaux. Alors conférer des droits, ça ne veut pas dire, c'est pas le droit de vote, c'est pas le droit à l'éducation, mais des droits fondamentaux. Pourquoi? Parce que les droits, pourquoi est-ce que les humains ont des droits? Les droits, ça sert à quoi? Ça sert à protéger des intérêts fondamentaux. Or, si les animaux ont des intérêts fondamentaux, ben, ils devraient avoir des droits pour protéger ces intérêts fondamentaux. Or, si les animaux sont sentients, et puis comme on l'a vu avec la déclaration de Cambridge, beaucoup d'animaux sont sentients, ben, ils ont minimalement un intérêt à ne pas souffrir, donc il devrait avoir un droit pour protéger cet intérêt-là. Ils ont un intérêt à rester en vie, donc il devrait y avoir un droit pour protéger ça. Ils ont un intérêt à une certaine liberté, à se mouvoir, donc il devrait y avoir un droit pour protéger ça. Si bien que Gary Francione va donc défendre, il n'est pas le seul, mais c'est un des principaux, il va donc défendre l'idée qu'il faut conférer des droits fondamentaux aux animaux. Donc je vais parler du droit à la vie, du droit à ne pas souffrir et du droit à la liberté. En fait, pour Gary Francione, il y a un droit qui permettrait quasiment de tout débloquer, c'est simplement le droit de ne plus être une propriété, de ne plus être une marchandise. Et intuitivement, la plupart des gens sentent bien qu'il y a quelque chose de bizarre à faire qu'un animal sensible, un animal sentient, puisse être acheté et vendu. Sauf que si on arrête ça, si on dit ben, les animaux ne devraient plus être des marchandises, on ne devrait plus être capable de les acheter et de les vendre, évidemment la conséquence pratique assez directe de ça, c'est qu'il faut que tout le monde devienne vegan, puisque la consommation de produits animaux, encore une fois, elle repose sur le fait qu'on puisse acheter et vendre des morceaux de viande et des animaux avant eux. Donc, le courant que définit ce type d'approche, c'est ce qu'on appelle le courant abolitionniste. Et il s'agit donc d'abolir quoi? Ben, essentiellement d'abolir la propriété privée. Les animaux ne devraient pas être des propriétés privées. Et ça implique le véganisme d'un point de vue pratique. Troisième approche, après l'éthique de la vertu et puis les droits ou le déontologisme, donc l'approche conséquentialiste, par les conséquences. Et ici, on a donc Peter Singer, qui est un philosophe australien, qui est ce qu'on appelle un utilitarisme. L'utilitarisme, c'est un sous-ensemble du conséquentialisme. C'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails, mais en tout cas, qu'est-ce que fait un utilitariste ou un conséquentialiste? C'est que, à la question « que dois-je faire ?» quelle est la bonne chose à faire? Il répond en disant bah, « il faut faire ce qui a les meilleures conséquences ». Et alors pour calculer, on va rentrer dans des calculs. Évidemment, quand on fait quelque chose, ça a plusieurs types de conséquences. Ça a des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme. Alors la façon dont raisonnent les utilitaristes, c'est d'essayer de voir toutes les diverses conséquences et de faire un peu la somme des bonnes et des mauvaises conséquences. Et on dit la bonne chose à faire, c'est celle qui a globalement les meilleures conséquences ou les conséquences les moins pires. Et comment est-ce qu'on mesure les conséquences, la valeur des conséquences? Une façon de faire, c'est par exemple, ça c'est un des premiers philosophes utilitaristes, s'appelle Jeremy Bentham, qui travaillait comme ça.
on va regarder la quantité de plaisir qui est produite par mon action. La quantité de plaisir et la quantité de souffrance, de déplaisir. Sauf que ce qu'avait déjà vu Bentham et ce qu'a aussi repris Peter Singer, c'est que si on mesure la valeur d'une action par le plaisir et le déplaisir qu'elle engendre, on doit intégrer dans le calcul, évidemment, tous les êtres qui sont capables de plaisir et de souffrance. Et tous les êtres qui sont capables de plaisir et de souffrance, ça inclut évidemment les êtres humains, les animaux humains, mais ça inclut aussi les animaux sentients, les animaux non humains sentients. Donc c'est ce qui l'exprime dans la première citation. Et un intérêt est un intérêt, peu importe de qui il est l'intérêt. On pourrait dire un plaisir est un plaisir, peu importe de qui c'est le plaisir. Une souffrance est une souffrance, peu importe de qui c'est la souffrance. Et c'est de ça dont on doit tenir compte quand on réfléchit sur notre rapport aux animaux. Et alors là, évidemment, la question est de savoir, quand je consomme un animal, on peut dire ben, j'ai un plaisir gustatif, donc oui, il y a un certain degré de plaisir qui est lié à ma consommation, mais est-ce que ça fait le poids par rapport à la souffrance de l'animal qui est décédé pour produire le petit plaisir gustatif? Là, tous les philosophes utilitaristes qui font le calcul disent non, ben, évidemment ça ne fonctionne pas. Si on veut maximiser le bien-être dans l'univers, ça doit passer par un régime où on consomme le moins possible ou pas du tout d'animaux. Ce dont parle aussi souvent Peter Singer, c'est de la notion de spécisme. Je suis pas mal sûr que vous en avez tous déjà entendu parler, mais qu'est-ce qu'on appelle le spécisme? Définition de Singer. Le spécisme est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. Donc on compare souvent au racisme ou au sexisme. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est considérer que les intérêts d'un sexe, en général le sexe masculin, ont plus de valeur que les intérêts de l'autre sexe. Qu'est-ce que c'est que le racisme? C'est qu'il y a une race entre guillemets, en général la race blanche, dont on va considérer que les intérêts ont plus de valeur que les intérêts des autres races entre guillemets. Ben, l'antispécisme, comme l'antiracisme, comme l'antisexisme, vont dire, ben non, l'appartenance à l'espèce n'est pas une propriété moralement pertinente. De même que l'appartenance à un sexe n'est pas une propriété moralement pertinente. Même chose pour les races, pour le racisme. Sauf que voilà, ben, on grandit tous, comme on grandit de même qu'on grandit dans une société carniste, on grandit aussi dans une société, dans une idéologie spéciste où spontanément on confère à l'être humain une sorte de suprématie. On parle souvent de suprématisme humain, comme on peut parler d'un suprématisme blanc. Voilà, aux États-Unis, les racistes blancs s'appellent des suprématistes blancs parce qu'ils considèrent que la race, encore une fois entre guillemets blanche, est supérieure aux autres races. La plupart des gens aujourd'hui sont bien conscients que c'est pas moralement acceptable. En revanche, pour le spécisme, c'est encore un peu plus difficile à... Ouais, tout le monde n'en a pas conscience, même si du point de vue, si vous expliquez la chose à des gens, ben, les gens voient effectivement qu'appartenir à une espèce, c'est pas une propriété, c'est pas plus pertinent que c'est quelque chose d'arbitraire. Ce qu'il faut chercher, c'est un critère véritable et en général la sentience, l'intérêt à ne pas souffrir est un critère qui lui est moralement pertinent. Alors, j'ai presque fini. Si on résume l'argument en éthique animale, on va avoir la prémisse normative. Si nous pouvons empêcher une souffrance non nécessaire, alors nous devrions le faire. Une prémisse factuelle, la plupart des souffrances que nous infligeons aux animaux pour la nourriture, les vêtements, le divertissement ne sont pas nécessaires. Conclusion, nous devrions changer nos habitudes pour éviter ces souffrances, c'est-à-dire devenir végan. Là, j'avais prévu de vous, mais je ne vais pas le faire, je n'aurai pas le temps de parler de zoopolis. Juste pour dire que en éthique animale, il y a eu donc il y a 40 ans, on a fêté cette année les 40 ans du livre de Peter Singer, La libération animale, qui est un des
un des premiers grands livres modernes sur le sujet. Et il y a quelques années, il y a un couple de philosophes canadiens qui ont écrit un livre qui s'appelle Zoopolis, qui est moins une approche en éthique qu'une approche plutôt en philosophie politique, qui renouvelle vraiment le champ. Les gens aujourd'hui qui travaillent en éthique animale, mes amis qui font des doctorats en éthique animale, ils travaillent à partir de Zoopolis. Et souvent, on va présenter Zoopolis comme une approche post-abolitionniste. Donc l'idée, c'est quand bien même on aurait aboli la propriété privée des animaux, quand bien même on aurait aboli le fait que les animaux sont des marchandises et que tout le monde est vegan, il y a encore des questions qui se posent de savoir comment est-ce qu'on va vivre avec les animaux. Et c'est ce genre de questions qu'évoquent Kymlicka et Donaldson dans leur livre. Un autre point que je voulais évoquer avant de conclure, là aussi c'est très récent, non, ça existe depuis quelques années, mais disons que les gens qui travaillent aujourd'hui en éthique animale s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle l'écoféminisme. Donc l'écoféminisme, comme son nom le suggère, c'est un mélange, si on veut, de questions environnementales et questions féministes. La mère de l'écoféminisme, c'est une philosophe américaine qui s'appelle Carol G. Adams, et qui a montré, je vous parlais tout à l'heure des liens entre virilité et puis carnisme. Elle a beaucoup travaillé là-dessus, sur le rapport entre l'exploitation des femmes et puis l'exploitation des animaux. Là, c'est une autre écoféministe qui s'appelle Patrice Jones, qui est une écoféministe végane et queer qui s'occupe d'un sanctuaire dans le Vermont, juste au sud du Québec. Et comme beaucoup d'écoféministes, elle s'intéresse à ce qu'on appelle les questions d'intersectionnalité, à savoir comment est-ce que les différentes oppressions sont liées les unes avec les autres. Alors quand on parle des différentes oppressions, alors on a parlé de spécisme, d'oppression sur les autres espèces, racisme, sexisme, hétérosexisme, l'oppression sur les personnes non hétéros, capacitisme, l'oppression des personnes en situation de handicap, le cissexisme, l'oppression des personnes trans. Bon, il y en a tout un tas comme ça auxquels on pense, on pense pas forcément. Yves Bonnardel parle de l'oppression des mineurs dans un livre tout récent. En tout cas, l'idée des écoféministes, c'est d'essayer de penser toutes ces oppressions ensemble et de dire, c'est pas la peine de s'occuper d'un seul type d'oppression parce qu'il y a une logique générale de l'oppression. Et ce qu'il faut, si on veut déraciner le mal, c'est essayer de tout prendre ensemble. Et alors, non seulement c'est idéologiquement une façon très intéressante pour le progressisme de se renouveler, parce que jusqu'à présent, la pensée progressiste, en particulier dans la gauche traditionnelle, elle allait s'intéresser à un seul type d'oppression, à savoir souvent les oppressions liées aux classes sociales. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres formes que ce qu'on appelle le classisme, et qu'il n'y avait pas de raison de simplement se focaliser sur un seul type. Donc, ça fait du sens d'un point de vue politique, si on veut, d'un point de vue théorique, mais même des nouvelles expériences en psychologie morale montrent que ça fait du sens au niveau de la psychologie humaine. C'est-à-dire que quand on présente, pour le dire simplement, plus les gens sont spécistes, plus ils vont avoir tendance à être racistes, plus ils vont avoir tendance à être sexistes. Et inversement, si par des expériences on montre aux gens que non, finalement les animaux ne sont pas si différents que ça de nous, donc si on cherche à rendre plus, à briser un peu le spécisme, les gens vont avoir des réactions moins sexistes et moins racistes quand on fait des tests. Donc il y a vraiment une logique générale de l'oppression. C'est des trucs assez récents, on est en train de le découvrir, mais depuis plusieurs années, les écoféministes en particulier avaient pointé ce truc-là.
Oui. Donc là, on pourrait en déduire ce qui pourrait être un quatrième argument en faveur du véganisme, après l'argument santé, l'argument environnemental et puis l'argument en éthique animale. On pourrait dire un argument de la cohérence qui est lié à la notion de justice. Prémisse normative, nous devrions essayer d'être cohérents dans le respect ou la promotion de la justice, parce qu'évidemment, quand on parle d'oppression, le concept moral derrière, c'est la justice. L'oppression et la discrimination, c'est pas bien parce que c'est injuste. Mais prémisse normative, on devrait essayer d'être cohérent dans notre lutte pour la justice, si on veut. Prémisse descriptive, les discriminations spécistes sont intimement liées aux discriminations sexistes, hétérosexistes, racistes, capacitistes, etc. Conclusion, celles et ceux qui luttent contre les oppressions injustes devraient aussi lutter contre le spécisme et promouvoir le véganisme. Ça, c'est des choses que j'évoque dans le quatrième chapitre du livre. Et je vais finir avec une figure importante de la gauche américaine, Angela Davis, donc, qui est quelqu'un qui a énormément lutté pour les droits pour les droits civiques aux États-Unis, les droits des Noirs et des femmes en particulier. Elle a aussi lutté contre la guerre du Vietnam, donc une figure très importante du progressisme américain. Et qu'est-ce qu'elle a dit dans une entrevue il y a quelques années? D'habitude, je ne mentionne pas que je suis végane, mais c'est en train de changer. Je pense que c'est un bon moment pour en parler, parce que cela s'inscrit dans une perspective révolutionnaire, à savoir comment nous pouvons développer des relations plus compatissantes, non seulement avec les êtres humains, mais aussi avec d'autres créatures, celles-là même avec lesquelles nous partageons cette planète. Donc, dans cette citation, je conclue avec ça, parce que d'une certaine façon, elle rassemble un peu toutes les idées qu'on a pu voir, des questions liées à l'environnement, des questions liées à la justice au sein de l'humanité, et puis évidemment des questions de justice animale. Juste très rapidement, des références bibliographiques. Je vous ai parlé de Gary Francione, le petit traité de véganisme de Gary Francione et Anne Charlton est très recommandable, très facile à lire. Faut-il manger des animaux de Jonathan Safran Foer à quelques années, mais c'est particulier pour les gens qui connaissent rien, c'est pas mal parce que ça se lit très facilement, c'est très bien écrit. Vache à lait de l'auteure québécoise Élise Desauniers là, se concentre sur la question du lait et des vaches laitières. Versus, ça c'est le magazine que j'ai évoqué tout à l'heure, qui sera un petit peu disponible sur la boutique de 214, mais qui est surtout disponible en PDF en ligne. La libération animale de Peter Singer, donc le premier livre d'éthique animale moderne. L'éthique animale de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, le que sais-je, qui fait le tour de la question comme un que sais-je, de façon assez courte. Renan Larue, le végétarisme et ses ennemis, ça c'est une histoire du végétarisme, dont je vous parlais de Pythagore et tout ça tout à l'heure. Là, il présente. Et ce qui est très marrant, c'est que dans l'Antiquité, les contre-arguments que les gens adressaient aux végétariens étaient très semblables à ceux que les gens adressent encore aujourd'hui, du genre mais les plantes souffrent aussi, du genre si on arrête de manger les animaux, ils vont nous envahir. On retrouvait, ça n'a pas tellement bougé en 2500 ans. Et puis voilà, le Zoopolis que j'évoquais, qui est un livre important, qui est malheureusement pas encore traduit, mais ça ne saurait tarder, et qui est un livre important. Et enfin, mon site web où il y a un certain nombre d'articles que j'ai écrits, donc martingibert.com, le site web, et un nouveau rassemblement d'activistes québécois. En fait, c'est une page Facebook, ça s'appelle le réseau Jazz pour justice animale, sociale et environnementale. Donc c'est un groupe qui s'intéresse, qui est un peu dans la mouvance que j'évoquais avec Patrice Jones, donc mouvance intersectionnelle, où on essaye de penser ensemble l'ensemble des différentes discriminations, en incluant évidemment les discriminations spécifiques. Et ça, c'est juste une page Facebook avec des articles liés à ces différentes thématiques qui sont régulièrement partagées. Et j'ai terminé.
Ok. Donc à 20h30, On puisse manger de la bonne pizza. c'est des pizzas véganes. Il y a une pizzeria végane qui a ouvert à Lyon récemment. J'ai aussi avec moi quelques exemplaires du livre pour ceux qui désireraient se le procurer. Oui. Oui. Vous pouvez définir ce que vous entendez par moral. Alors, on va laisser sortir les gens qui veulent sortir. Et puis, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est qu'est-ce qu'on appelle morale? Effectivement, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé. J'ai beaucoup utilisé ce soir. Donc, moi, et c'est le cas pour beaucoup de philosophes en Amérique du Nord, par exemple, je ne vais pas faire de différence entre morale et éthique, par exemple. Et qu'est-ce que c'est que la morale ou l'éthique? Ben, c'est répondre à la question quelle est la bonne chose à faire. Donc c'est vrai qu'en particulier en France, morale a souvent une connotation un peu morale catholique ou morale chrétienne, 19e siècle, mais ça je dirais que c'est une théorie morale parmi d'autres, mais que la morale en général c'est simplement répondre à la question quelle est la bonne chose à faire. Et ça, des questions morales, on s'en pose quasiment tous les jours. Quand on ne sait pas quoi faire et qu'on va chercher des arguments, on est dans une réflexion morale. Donc c'est pas quelque chose qui est connoté sur un type de morale en particulier, qui serait, mettons, la morale victorienne, un peu répressive ou quelque chose comme ça. Non, c'est très ouvert. Dès qu'on argumente avec des gens en général sur un sujet, ben on est en train d'argumenter moralement. Oui. Martin, comment on fait la différence entre éthique et esthétique? Comment on fait la différence entre éthique et esthétique? C'est une question difficile en fait, parce que disons, je pourrais répondre simplement en disant, ben, l'esthétique, ça ne répond pas à la question quelle est la bonne chose à faire. En revanche, ce qui peut être difficile, c'est de distinguer les valeurs morales et les valeurs esthétiques. Et là, j'ai pas de définition analytique super propre à te proposer, ça risquerait. Disons que je pourrais te citer des valeurs esthétiques et les distinguer des valeurs morales, donc le juste, la justice, le bien-être, la gentillesse, ça ce sont des valeurs morales. Le beau, le laid, ce sont des valeurs esthétiques, mais je ne suis pas sûr de pouvoir aller au-delà de ça et dire qu'est-ce qui fait que les valeurs esthétiques sont... Si ce n'est que les valeurs esthétiques, elles ne déterminent pas un comportement, en général, alors que les valeurs morales, elles déterminent un comportement. Mais c'est une question difficile. Oui, une question pratique. Vous avez mentionné le miel dans votre livre. D'ailleurs, est-ce que vous considérez que les abeilles des imprimeries passantes et n'ont pas des statuts moraux ou d'intérêt à respecter, ainsi de suite, c'est donc ce qu'il est moralement acceptable dans votre livre? Je sais pas trop. Alors, je suis assez indécis sur la question du miel. Personnellement, je ne vais pas en consommer. Si on m'en offre, je vais éventuellement en prendre. Disons que l'argument le miel appartient aux abeilles et c'est leur voler, ça je ne trouve pas ça très convaincant. En revanche, quand on doit tuer des abeilles pour produire du miel, là c'est plus embêtant. Disons, une des difficultés, c'est qu'on n'est pas trop sûr de la sentience des insectes. Quand j'ai écrit, mais c'est en train de bouger un petit peu. Quand j'ai écrit le livre, j'étais pas mal persuadé que non, les insectes n'étaient pas sentients. En fait, depuis, il y a 1 ou 2 études qui me mettent le doute, donc je ne sais pas trop... C'est une question empirique, en fait. Et moi, je ne peux pas tellement la résoudre avec les outils de la psychologie morale ou
ou de l'éthique. Donc, mais en fait, alors peut-être pour une réponse plus pratique quand on cherche à faire la promotion du véganisme, je pense qu'il ne faut surtout pas parler du miel. C'est vraiment pas une bonne idée. Déjà que les gens trouvent ça très contraignant de ne pas consommer d'œufs et de lait. C'est pas nécessaire d'aller leur dire et puis si tu consommes du miel, t'es un salaud là. Non, ça passe pas. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à toujours. En tout cas, si on veut que le véganisme, comme il y a un auteur qui s'appelle Tobias Linhart que j'aime bien. Si on veut véganiser la planète et puis pas faire du véganisme un club select, il faut apprendre à être un peu souple et à pas en faire un truc de pureté, quoi. Il vaut mieux, de toute façon, il vaut mieux que 10 personnes consomment 2 fois moins de produits de viande qu'une personne devienne végane, du point de vue des conséquences sur la souffrance. Ouais. Oh, mais vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez m'en poser en privé pendant qu'on mange la pizza aussi. Là. Oui. Quand on est vegan, on ne devrait pas avoir d'animaux de compagnie? Alors ça aussi c'est une question difficile et débattue. Moi j'ai des animaux de compagnie, j'ai des chats. Disons ce qui est sûr, c'est qu'on ne devrait pas acheter des animaux. Mais quand on va chercher un animal à la SPA, ouais. plutôt un geste exprimé. Ben oui. Oui. Disons que par rapport au... Le problème avec les animaux de compagnie, disons que les franctionnistes purs et durs vont trouver ça mal, parce que c'est une forme de... On perpétue la domestication, et puis il peut y avoir un problème avec la domestication. Moi j'ai quand même plutôt une sensibilité utilitariste, conséquentialiste, donc si l'animal, on lui fait du bien et s'il est heureux, je ne vois pas vraiment de problème. Vous considérez qu'un espace qui soit alors voilà, ça c'est la même, je sais, c'est la bien traité, c'est pas ça. Non, mais c'est pas. Je sais que c'est une position délicate, mais l'enfermement, c'est une prison pour. Non, mais on peut imaginer avoir des animaux de compagnie sans qu'ils soient enfermés. Mais on peut imaginer manger des œufs sans avoir de souffrance à ce moment-là. Oui. Exactement le chemin. Non, mais par exemple, mes chats, je sais qu'ils ont le droit de sortir, ce qui pose d'autres problèmes aussi. Hein. Mais là aussi, même chose, si on veut faire la promotion du véganisme, c'est pas forcément une excellente idée de leur dire et puis tu n'auras plus le droit d'avoir des animaux de compagnie. Parce que souvent les gens qui s'intéressent, qui sont sensibles par rapport aux animaux, c'est parce qu'ils ont des animaux de compagnie. Et le rapport de non-exploitation, ou en tout cas de moindre exploitation qu'on a avec les animaux, c'est avec les animaux de compagnie en général. Donc, mais c'est pas une question sur laquelle je suis complètement sûr de moi. Là. Je sais que c'est une question qui est débattue et j'ai pas forcément d'opinion ferme. Oui. Si je peux me permettre de réagir, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas encore à Zoopolis et qu'on est vraiment dans une période de transition où il y a des millions d'animaux qui ont besoin d'être sortis d'une cage de SPA qui fait 2 mètres carrés. Ouais. Mais dans le modèle Zoopolis, il peut y avoir des animaux de compagnie qui sont bien traités. Et voilà, en attendant, il faut s'occuper des animaux qui sont là, il faut s'en occuper le mieux possible. Il faut éviter qu'ils se reproduisent parce que il y a beaucoup d'animaux qui se retrouvent à la SPA et qui sont tués. Donc il faut diminuer le nombre d'animaux qui risquent d'être tués en évitant qu'ils se reproduisent. Même là aussi, ça peut éventuellement poser des problèmes parce qu'on peut penser que l'animal a un droit de se reproduire. Mais il y a plein de sujets qui peuvent être... c'est pour ça que quand je parle d'un consensus en éthique animale, le consensus, il est autour du fait que on ne devrait pas faire de tort sans nécessité. Et que ça implique de devenir vegan. Mais ça ne résout pas tout. Il y a encore de la place pour des discussions sur des sujets comme ça.
Oui. Mais du coup, c'est un point de divergence, mais c'est pas forcément dans le... Enfin, divergence que vous disiez, mais ce que vous dites. Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des véganes, de certains véganes qui donnent de la nourriture végane à leur animaux de compagnie, par exemple, enfin, qui font la transition aussi entre les animaux en vaccination. Là encore, j'ai pas d'opinion très arrêtée là-dessus. Valérie Giroux, la philosophe, mon amie philosophe qui m'a un peu amené à ces questions-là, elle essaye de donner de la nourriture végane à ses chats. Elle y arrive à peu près. Donc c'est plutôt bien. Moi j'ai essayé avec les miens, ça marche pas vraiment. Donc, si je peux réagir par rapport à ça, par rapport à l'argument de ces prédateurs, en fait, dans les croquettes, bon, c'est du bœuf. Mais un chien ou un chat ne peut pas tuer un bœuf. C'est vrai, ouais. Mais c'est vrai, mais ils peuvent tuer des souris. Et... Les chiens, en fait, ils va juste des souris. Mais ça peut être un peu embêtant aussi d'avoir un animal qui va tuer d'autres animaux. Oui, mais là, c'est davantage dans un cycle naturel et dans une chaîne alimentaire, entre guillemets, que l'être humain va aller... C'est vrai qu'il y a une différence, mais voilà, c'est ça. Après il y a le côté, c'est naturel donc c'est bien, il faut se méfier de ça parce que c'est pas... Non, mais je dis pas que c'est ce que vous avez dit. Hein. Non. Dans cette logique-là, est-ce qu'il faudrait donner de la B12 à ces animaux de compagnie aussi? C'est aussi nécessaire pour eux. La B12. C'est genre... Les croquettes véganes. On m'a jamais posé la question, aucune idée. Je sais pas. Les croquettes véganes, elles sont riches en B12, taurine, tout ça. Ok, bon, voilà. Vitamine D. Sur toutes les questions un peu techniques du système et tout, posez-moi des questions de psychologie morale, je vais pouvoir vous répondre. La B12 et tout ça, non. Oui. Quel est votre avis sur la nourriture des enfants sans protéines animales? Ah ben, c'est pas mon avis, parce que l'association des nutritionnistes américains et canadiens disent que c'est correct, c'est sans danger. Faut faire attention évidemment, mais c'est tout à fait possible de... La citation, j'ai pas la citation exacte, mais ça dit une diète entièrement végétalienne et appropriée à tous les âges de la vie, donc femmes enceintes, bébés, personnes âgées. Il n'y a pas de souci. C'est scientifiquement... Oui. Ouais. Je sais qu'ici en France, les nutritionnistes, les médecins et tout ça sont un peu en retard sur ces découvertes-là, mais je fais confiance à l'association américaine et canadienne de nutrition sur ce point. Comme David Jenkins aussi serait d'accord avec ça. J'avais une question sur l'humiliation entre véganes, parce que là c'est un petit peu en ce moment... Ouais, il y a eu des affaires. Et je pense que c'est complètement contre-productif, mais voilà, donc il y en a qui pensent vraiment que comme ils sont purs, ils ont le droit de dire l'autre, toi tu manges du miel, toi tu n'es pas vegan, toi tu as un petit peu de colle ou avec du cuir, Ouais. pas vegan. Du coup, voilà. Moi je suis complètement dans la position conséquentialiste qui consiste à dire non, encore une fois l'idée c'est pas d'être moi je suis plus vegan que toi et de faire un club quoi. Il y a plein de, si on veut faire un club, il y a plein de façons, on peut écouter un type de musique que les autres écouteront pas, etc. Là, l'idée c'est de diminuer la souffrance et donc pour ça, ça prend l'ouverture, et les notions de pureté n'aident pas du tout à ça. Donc, et de toute façon, pour convaincre les gens, il faut être à l'écoute de ce qu'ils sont. Il faut se souvenir que nous-mêmes, on n'a pas toujours été vegan si on l'est devenu. Et quelqu'un qui serait arrivé, si Valérie Giroux, alors encore une fois, m'avait dit, mais non, de toute façon, tes chaussures, il y a de la colle dedans, j'aurais mal réagi, et puis ça se comprend, quoi. Donc là la psychologie humaine permet de dire qu'il y a des stratégies qui sont meilleures que d'autres. Et les stratégies qui sont trop dans la confrontation, en général, ça marche pas très bien.
Ok, ben pizza pour tout le monde.